et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval à Québec. On est au Québec. Bienvenue à votre podcast sur l'intelligence artificielle. Premier épisode depuis nos enregistrements du temps des fêtes et depuis on a fait le plein de repos, de tourtières et de colleux émotifs familiaux. De retour au micro d'IA Café, content de vous savoir de retour. Dans cet épisode, nous allons poursuivre évidemment notre exploration des enjeux éthiques, sociaux, juridiques de l'intelligence artificielle et au programme Actualité, sujet chronique libre. J'ai invité mes précieux collaborateurs, collaboratrices à parler de ce qui leur tente en ce début d'année. Commençons doucement. Ils sont trois avec moi aujourd'hui. D'abord en studio avec moi, Benjamin Leblanc. Salut Benjamin. Salut Jean-François. Ah, ça commence bien ton année. À l'autre bout, vous avez entendu Véronique Tremblay. Bonjour Véro. Allô Jean-François, bonne année à toi. Merci. À tout le monde en fait. Ben oui, bonne année à tout le monde. Le troisième, Frédéric Plamondon est là. Comment ça va Fred? Salut, ça va bien. Bonne année à tout le monde, sauf une coupe de clowns, en tout cas, peu importe. C'est vrai, l'année commence sur les chapeaux de roue. Ça a pris 5 jours avant que le feu soit pris. Ça va faire une belle année. On pense à nos cousins du Sud, nos amis du Sud et Dodo. On salue Dodo. Et ceux du Nord aussi, hein? Oui, c'est vrai. C'est là aussi. On lâche Nos pas. amis du Nord doivent trouver le temps long un petit peu, mais en tout cas. Oui, c'est vrai. En tout cas, on se retient. On n'ira pas trop dans cette direction. Ou peut-être. On verra où le flow nous amène cette semaine. Donc, actualité, réflexion, allons-y. Là, c'est quoi les sujets qui vous ont invité, qui vous ont intrigué pendant peut-être vos vacances des fêtes, peut-être vos défis techniques, académiques en cette année 2026, vos préoccupations intellectuelles du moment. Commençons par Véro, Véronique Tremblay. Comment ça va, Véro? De quoi as-tu envie de nous parler? Ben, je vais vous parler de ma lecture du temps des fêtes. C'est l'énoncé de principe pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle par les organismes publics. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que je te vois réagir, Frédéric? Pas au complet, comme tout. Je dirais comme ça. Je l'ai vu passer, mais je me suis pas lancé à tête baissée dans cette lecture. Donc, pour nos cousins de l'autre côté de la FLAC, là, c'est un document qui a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 17 décembre 2025. Donc, c'est un document qui vient guider un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les organismes publics du Québec. Donc, j'ai lu ça, puis je vais vous présenter un peu mes points positifs puis négatifs. On va commencer par négatif. Ah oui, tu commences comme ça. Ouais. Je veux finir sur le positif, c'est pour ça. T'es négatif, il y a des choses que t'as moins aimées, c'est ça? Ouais. Ben, ce que j'ai moins aimé, premièrement, ça reste un énoncé de principes. Hein? Des principes, là, il y en a beaucoup qui ont été publiés en intelligence artificielle. Je vois la réaction de Frédéric. Les principes, c'est le bout qui est un peu facile, les principes. Et puis, les exigences... C'est rare qu'on s'entend pas sur ces grands principes. Hein? C'est comme... ça me semble évident. C'est sûr que des fois, ça fait partie du jeu. Là, on dit, la dignité humaine, puis le droit à la vie privée. Puis on fait... c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut qu'on s'entende sur des principes, c'est vrai. Mais j'ai un peu l'impression que ça fait un petit bout qu'on a fait le tour des principes. Ça fait, moi j'en parle souvent avec des clients qui me demandent oui, mais quel cadre on devrait prendre. Écoute, ils disent tous un peu la même chose. Okay? Il y a certains cadres qui vont mettre un petit peu plus l'accent sur la sécurité ou sur des aspects techniques, d'autres un petit peu plus sur des enjeux éthiques ou juridiques, mais
En gros, sur les grands principes, là, les cadres ils disent pas mal tous la Ouais. même chose, puis pas mal tout le monde s'entend sur les grands principes. Donc, c'est C'est un comme peu si l'aspect... quand on Ouais. arrive pour appliquer les principes, que ça devient un petit peu plus compliqué, là. C'est-à-dire que, OK, on s'entend sur la vie privée, la respecter, mais on arrive avec des cas d'espèces où là, ben, est-ce qu'on la respecte, là, la vie privée, oui ou non? C'est là que Ouais. que ça se joue, là. C'est C'est sûr là que que c'est un ça... modèle d'affaires qui demande de pas trop s'en préoccuper si c'est un peu plus tough. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais On encore s'éloigne là, du principe. Encore là, ça peut être une, tu sais, c'est vraiment une question d'interprétation souvent. Là. Même la notion, je le dis souvent, la notion d'intrusion dans la vie privée, là, ça veut vraiment pas dire la même chose pour chaque personne. Là. La plupart Mhm. des gens que je connais qui travaillent dans le marketing trouvent que c'est pas du tout une intrusion dans leur vie privée que d'aller regarder leurs caractéristiques sociaux. Mais pour eux, démographiques, on partout. s'entend, toi et eux, vous vous entendez sur le fait que c'est important de respecter la vie privée. Oui, on s'entend tous Mais sur là-dessus. l'interprétation, c'est là C'est que ça... ça. C'est pour ça que C'est les là. énoncés de principe, des fois, c'est ça, là. Je comprends l'idée, puis surtout en philo, c'est ça, là. C'est des grands principes, puis... Mais c'est ça, mais comment on les applique, où, comment, dans quel contexte? Est-ce qu'on tient compte du contexte? De quoi tenir compte dans face à des vrais problèmes concrets, là? Ben c'est ça. Donc, les exigences qui découlent de ça, il n'y a pas beaucoup d'exigences qui sont mentionnées dans le document, là, mais les exigences qui en découlent sont beaucoup des obligations de moyens, pas des obligations de résultats. Donc, par exemple, au niveau environnemental, on va dire de s'assurer qu'une étude d'impact a été faite. Au niveau de la sécurité, on va dire de s'assurer d'avoir obtenu un avis de sécurité. Hmm. Maintenant, Une moi, belle des liste, études... là, c'est fait. Check. moi, des avis de sécurité, j'en ai vu plusieurs. Hein? J'en ai vu plusieurs. Il y a différentes façons de faire un avis de sécurité. Il y a des gens qui sont un petit peu plus rigoureux que d'autres dans leurs avis de sécurité. Même chose pour les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, là, qui sont une obligation légale au Québec aussi. J'en ai vu dans une grande compagnie d'assurance rédigée par toute une équipe juridique qui s'est spécialisée là-dedans avec un gros processus, une série de questions pas possibles. Puis à chaque fois, c'est vraiment un avis juridique qui est rédigé. J'en ai vu d'autres rédigés en 2 lignes par le CTO d'une organisation, là, donc le chef de la technologie de l'organisation. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses là-dedans. Donc, bref, les obligations sont vraiment sur des moyens puis sur de la documentation. Puis c'est comme ça aussi beaucoup là dans les directives qui sont faites par l'AMF aussi. Hein. Donc, on se retrouve un peu à avoir, puis pour l'avoir vu, là, à avoir quelque chose qui ajoute beaucoup de lourdeur administrative. T'sais, il faut ajouter toutes sortes de processus, toutes sortes de checklists à faire, mais qui amènent pas un réel questionnement sur En le éthique, on se fondement de la retrouve chose. souvent avec ça, là, pour cocher certaines boîtes, disons, pour avoir certaines validations, faut parler d'éthique, faut qu'il y ait formation éthique. Fait que tu te fais inviter, puis là, tu fais ta conférence, puis eux autres Voilà. peuvent dire, bon, ça, là, c'est bon. Éthique, c'est coché, on a parlé d'éthique. C'est pas assez, c'est pas suffisant, c'est pas juste ça le but. Le but, c'est de transformer, de réfléchir et non pas juste de mettre des crochets dans des boîtes. Mhm. Ben, C'est drôle, ça me rappelle le ministère de l'Environnement puis ses recommandations. Ben oui, on a un ministère de l'Environnement, puis ben oui, c'est sûr qu'il fait des recommandations, mais après, est-ce qu'ils sont écoutés ou s'ils sont envoyés à la poubelle? Ah, mais il a fait ses Ouais, c'est ça. recommandations. Donc, la case Ouais, la job est est faite. cochée. Ouais. Donc, il y a un peu de ça dans cet énoncé de principe-là. Là. J'ai toujours peur que ce genre de choses-là mène à alourdir les processus plus qu'à vraiment améliorer les choses. Puis là, c'est juste une crainte. Peut-être que c'est pas comme ça que ça va se passer, mais c'est une crainte. Pour l'avoir vu un peu avec l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, j'ai souvent trouvé que ça ressemblait à ça, là, plus qu'à une réelle réflexion. Je vois que Fred, je te Frédéric a voyais, vraiment envie d'intervenir là-dessus. Ah là. oui, Fred, il trépigne, il saute sur sa chaise. Là, j'ai du fun au bout là, écouter ça. Mais j'ai 2 questions, en fait. La première question, c'est, je n'ai pas lu le document, mais je vais y aller, c'est sûr. Là. La première question, c'est, est-ce que tu as vu l'utilisation abusive de crucial et d'approche inductive et d'usage de cadratin dedans?
Les quadratins, c'est les tirets, là. Oh, oui, tu penses qu'ils ont rédigé leur document en utilisant de l'IA? C'est pas ce que j'ai dit. Ok, C'est juste pour être sûr. J'ai pas vu de semi-quadratin, mais effectivement, il y a quelque chose d'un peu tarte aux pommes là, dans le dans le document. Souhaitons que ça disparaisse en 2026, là, ce genre d'écriture un petit peu plus gommée, là, où tu peux quasiment confondre ce qui a été écrit. Ça a été écrit par un humain, tu fais vraiment? Ouais. Ben, c'est ça le problème. Là. Le problème, c'est pas que ça a été écrit par un IA. Le problème, c'est que tu doutes que l'humain, à un moment donné, il faut qu'il fasse un effort pour écrire comme un humain avec des sentiments, puis une vraie personne derrière. Si on écrit comme des robots, on va se trouver avec des robots qui écrivent comme nous, qui écrivons comme des robots. Je l'ai déjà dit. Ben, c'est ça. Fait que là, il y a les exigences qui sont molles. Avais-tu un autre point, Frédéric? Parce que je voulais pas... Ouais. Bon, ben, en fait, c'est un très court commentaire, là. C'est juste parce que, puis j'ai le même sentiment, là. Je partage vraiment ton sentiment par rapport à ça. Quand je me mets à lire un cadre comme ça, généralement, je suis rendu à la deuxième page, puis je commence déjà à soupirer. Pas parce que je sens que les gens qui l'ont fait ont pas fait leur travail. Souvent, c'est pas le cas. C'est super bien fait. C'est juste que c'est une espèce d'encadrement décaféiné, tu sais, dans lequel il n'y a pas de mordant, il y a rien. Puis en fait, ce qui est visé, c'est beaucoup plus une volonté conventionnaliste, je dirais. C'est juste les questions d'éthique organisationnelle, notamment, sont tellement complexes à régler pour les organisations. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça coûte quelque chose, mettre ça rendre ça opérationnel. Qu'on semble s'accommoder d'une approche qui est axée beaucoup sur le volontariat puis sur les cases à cocher. Est-ce que j'ai eu mon avis? Est-ce que j'ai coché toutes les cases dans l'espèce de petit résumé qui m'est donné, puis etc. Puis là, ben, ce que je t'entends dire, en gros, c'est que c'est un peu vers là où on va aussi. Ça veut pas dire que c'est inutile, mais Ben, c'est ça. Ça veut pas Ça dire manque que de c'est caféine. inutile, mais c'est ça. Ça manque un peu de pogne, là. Le mordant. Mais c'est ça pas mal dans tous les énoncés de principe, en effet. Personnellement, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que quand j'accompagne une organisation, mettons pour le faire, là, on fait un énoncé de principes généraux comme ça sur lequel tout le monde s'entend. Mais après ça, on fait après ça, tu sais, il faut aller à l'étape d'après. L'étape d'après, là, c'est que là, on va rédiger des éléments spécifiques, on va donner des exemples de ça c'est oui, ça c'est non. Déjà, on s'entend que des exemples, c'est pas parfait non plus, là, mais on pousse la réflexion quand même un petit peu plus loin que juste l'énoncé de principe. Voici une illustration d'un cas où ce principe-là serait pas respecté, puis un cas où il serait respecté. Ouais. Il y a toute la formation sur la réflexion aussi, fait qu'il y a tout l'aspect là, développement des compétences en lien avec ça des gens. Donc, plutôt que d'amener les gens à juste cocher des cases, ben essayer de former les gens à la réflexion éthique. Et là, Jean-François, ben je suis certaine que tu vas voir le défi en arrière de ça. C'est de ça que je parlais tantôt. Là. Le but, c'est pas juste d'avoir une... Tu sais, il parle tout le temps de sensibilisation. Une sensibilisation, c'est pas assez. Il faut former, il faut prendre le temps de le faire. Moi, je donne un cours universitaire de 3 crédits. C'est de nombreuses heures là, pour former quelqu'un à un cours d'introduction à l'éthique. Là. Ça se fait pas on en parle pendant 20 minutes avec une période de questions, puis c'est réglé. C'est pas comme ça qu'on change ou qu'on fait évoluer une réflexion. Là. Non, puis c'est une culture même à amener dans l'organisation. Ben oui. Donc, ben voilà, il y a ce côté-là, un peu axé sur des principes avec des exigences qui sont un petit peu molles. Il y a le principe de proportionnalité là-dedans aussi qui a été énoncé, c'est-à-dire ben tu les appliques, mais ça dépend. Ça dépend du risque de ton modèle. C'est correct aussi, mais encore là, OK, c'est quoi un modèle qui est à risque? Puis à risque, pourquoi? C'est même la définition de ce que c'est qu'un risque, c'est pas si clair que ça. Donc, en une phrase, on dit, les moyens déterminés pour mettre en pratique les principes du présent énoncé doivent être proportionnels au risque encouru. OK, mais c'est encore très, très mou, là. Ouais. Mais c'est pas, tu sais, c'est un bon début, mettons, mais il faut amener ça un petit peu plus loin là, dans la réflexion. Ça, c'était mon premier point, un peu plus négatif à propos de ça. Le deuxième, là, je vais revenir, j'en ai déjà parlé, puis c'est un peu c'est le sujet de ma thèse, hein, donc j'en ai, c'est un morceau que je connais pas mal, là. Mais c'est concernant les biais, OK? Donc, on arrive avec une phrase que ces phrases-là, ça me fait mal aux oreilles à chaque fois. Vas-y, dis-la pour voir si on réagit de la même façon. Je vais la dire. Les données doivent notamment être exactes et exemptes de biais.
Oui, Wow. la neutralité Hey! affirmée, objective. Ma première, à chaque fois, ce que j'y réponds à ça, c'est écoutez, si on avait accès à des données exactes et exemples de biais, là, c'est sûr qu'on les utiliserait tout le temps. Mais le problème, c'est que... Vas-y, Fred, je te laisse rebondir. Ah, ben en fait, c'est parce qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas compris encore que les données n'étaient pas collectées, mais qui étaient produites. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est Puis sûr que dans même ce quand elles sont contexte-là, on peut pas avoir collectées, la. Tu sais. même quand elles sont collectées, tu sais, c'est quoi une opinion qui est exacte? Ben, Tu sais, il y a c'est pas, ça. puis c'est Ben, quoi? elles Puis sont même si ça... biaisées parce que si ces données-là sont produites par des humains ou reflètent des comportements humains, nécessairement sont biaisées par les humains mêmes qui ont produit ces données-là. Là. C'est des données humaines, donc biaisées. Arriver avec des données non biaisées, ça serait quoi? Je sais pas. Ah, puis là, ben souvent, on va m'arriver avec l'idée que ben il faut débiaiser les données. Ben oui, mais là, c'est quoi ça, des données qui sont pas biaisées de toute façon? Puis pour débiaiser les données, certaines personnes vont l'interpréter comme introduire un biais dans les données. Donc, quand je lis une phrase comme ça, moi, je me dis, OK, ici, on n'a pas atteint le niveau zéro encore là, dans la compréhension de ce sujet-là en particulier. Là. Est-ce que Donc, tu penses que c'est possible de s'en sortir? Parce que à parler de tout ça, j'ai vraiment l'image d'un serpent qui se mord la queue. Là, on essaye de faire des définitions, mais là, c'est pas clair parce qu'il faut introduire d'autres termes. Puis finalement, est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose de pertinent puis de concret? ben j'ai mon point de vue là-dessus. Là, il est un petit peu difficile c'est un peu difficile à atteindre quand même, là, mais je pense que il y a au moins, il faut laisser des traces de la réflexion puis être transparent par rapport à ça. Pour moi, là, c'est pas mal la seule piste qui nous mène vers quelque chose d'intéressant. C'est être très concret sur qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a choisi de faire, comment on a choisi de le faire, puis être transparent là-dessus. Pour l'instant, là, je pense que c'est vers ça qu'il faut essayer d'aller. Mais bref, on n'est pas là. Si on vise des données qui seraient purement objectives, sans biais, c'est là qu'on se trompe. Là. Ouais, c'est on ça. part avec des données nécessairement biaisées. Le but, c'est de mettre en exergue peut-être le biais. Puis après ça, on jugera comment on interprète ça. Là. Si on arrive avec des données qui, systématiquement... Ben, l'exemple... Là, on va y aller dans le concret. On va se prendre un petit 5 minutes pour le faire. Là. Si on a des données, puis les données, on se base sur des données d'embauche des 20 dernières années, ça se peut que les données d'embauche, ceux qui ont décidé d'embaucher ont décidé de choisir plus d'hommes que de femmes. Parce qu'il y avait déjà plus d'hommes dans la compagnie, puis là, ils ont décidé de choisir, c'est un biais aussi, là, ils choisissent des personnes qui leur ressemblent, puis ça se peut que ça arrive. Puis là, ce que ça fait, c'est que c'est l'analyse de ces données-là, ça met en évidence le biais. Oui. Ça ne crée pas le biais, là. Le biais, il existe dans les données, dans les comportements humains. Puis après ça, une fois qu'on l'a mis en évidence, peut-être que les algorithmes serviront à ça. Voici un biais. Maintenant, comment on fait pour gérer ce biais? Est-ce qu'on continue d'embaucher plus d'hommes que de femmes? Ou est-ce qu'on équilibre un peu tout ça? Mais la question est posée, puis là, on prend une décision qui est explicite sur la décision et non pas une décision dont on n'a pas conscience. Là. Exactement. C'est comme ça que je l'analyse. Là. Ben exactement, puis c'est exactement comme ça que je l'amène quand on veut parler d'équité aussi dans les modèles. Donc la première chose que je me demande dans ce type de situation-là, c'est de dire est-ce que dans ce qu'on est en train de faire, il y a une décision qui est importante qui est prise? Et puis si oui, est-ce qu'on a des populations vulnérables là-dedans? Est-ce qu'il y a des groupes qui, en face de ce type de problème-là ou de décision-là, vont avoir tendance à être discriminés? Il faut se poser cette question-là en premier. Puis après ça, on va aller regarder dans les données qu'est-ce qu'il y a, puis est-ce qu'effectivement, on observe des tendances comme ça? Puis après ça, effectivement, il faut prendre une décision. Puis il faut être conscient que cette décision-là qu'on prend, il faut être transparent par rapport à ça. Puis surtout, ce que je dis souvent aux scientifiques de données qui travaillent là-dessus, qui ont tendance à dire « Ah oui, mais tu penses, on devrait pas décider ça, il faut juste que ce soit les données. » Mais tu sais, le fait de décider de pas corriger, c'est un choix aussi. Là. Donc, c'est un choix comme les autres choix, puis c'est pas un choix qui est moins biaisé disons qu'on que est... les autres. Je vais prendre un exemple au hasard. Disons qu'on est dans le monde des assurances. Disons. Mettons. Puis on se rend compte que notre couverture d'assurance
a tendance à défavoriser une population plus vulnérable. C'est un petit peu ça que tu pourrais Par avoir exemple. comme exemple. Par Les exemple, oui. décideurs, une fois qu'on analyse les données puis qu'on voit que notre régime d'assurance défavorise une population vulnérable, ça, c'est la mise en évidence. Puis après ça repose la question, bon, maintenant, on s'est rendu compte, c'est évident que notre régime se fait au détriment des populations plus vulnérables. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne peut plus fermer les yeux là-dessus. Là. Est-ce qu'effectivement, on continue à maintenir ça, ce régime-là, ou on corrige pour éviter que notre régime en place se fasse au détriment des populations plus vulnérables? Mais c'est une décision qui devient consciente, là, des C'est décideurs. une décision qui devient consciente. Puis à partir du moment où tu fais cette décision-là, tu acceptes qu'en fait, ces personnes-là vont payer une prime d'assurance, par exemple, qui est moins chère que leur risque réel. Donc, c'est d'autres populations qui vont payer plus cher, finalement, que leur risque réel. Mais tu choisis de le faire. Mais pour ces personnes-là... Puis ça laisse des traces aussi. Oui, mais pour ces autres personnes-là, on va être en train d'introduire un biais à leur désavantage, là. C'est comme si on décidait aujourd'hui qu'on arrête de charger des primes différentes pour les hommes et pour les femmes. Tout de suite, les primes des femmes vont augmenter. Fait les femmes vont payer plus cher, finalement, que leur Pourquoi risque les femmes paieraient plus cher? Parce que le risque est plus grand? Non, les femmes, présentement, payent moins cher. OK. Donc, si on décide d'arrêter de prendre le sexe en considération, les primes des femmes vont augmenter. Fait que on dirait que c'est non biaisé parce qu'on les traite de la même façon, mais on ne tiendrait pas compte du fait que certains comportements des hommes sont plus risqués, donc il y a des primes d'assurance qui sont supérieures. C'est ça. Puis ça, c'est un bel exemple. Qu'est-ce qui est équitable là-dedans? Pour moi, c'est pas si clair que ça, là. Le pire, c'est que sitôt qu'on essaie de corriger les biais, puis qu'on amène une transparence dans le processus, là, on vient biaiser les futures données qu'on va collecter. Pourquoi? Parce que si je suis une compagnie d'assurance qui dit, écoutez, moi, là, je suis super équitable, population vulnérable, puis les autres, tout le monde tarifé de la même façon, ceux qui sont désavantagés dans cette compagnie-là, ils vont aller voir ailleurs. Puis il y a juste les populations vulnérables qui vont rester là. Donc, l'année d'après, les primes vont réaugmenter là où elles étaient avant parce que l'assureur n'aura plus d'argent pour payer sinon. Donc, dans le cas de l'assurance, le problème de l'antisélection ajoute un petit peu de complexité à la chose, là, d'où la nécessité de réglementer dans ce secteur-là parce qu'il faut que ça s'applique à toutes les compagnies. Mais c'est pour ça qu'il faut aller dans le détail comme ça. Oui. Je vais refermer la boucle. Là. Oui. C'est là où ces principes-là, on veut des données non biaisées, respecter l'équité. C'est des grands principes, mais quand tu arrives pour les appliquer de fait, il faut aller voir comment c'est appliqué pour les rendre un petit peu plus transparents, pour rendre les décisions éthiques et morales qui sont là, qui sont peut-être implicites, là, ça les rend explicites. Puis c'est vraiment pas simple de définir ce concept-là. En fait, je trouve ça super intéressant. C'est une discussion qu'on devrait avoir plus souvent, je pense. Là. Puis ça me rappelle un exemple, c'est aux États-Unis. Il y a aux États-Unis où il y a des programmes pour les personnes qui ont des maladies chroniques qui peuvent demander d'avoir une prime, genre je pense que c'est Medicaid ou Medicare, je ne sais plus lequel des deux, mais qui peuvent avoir une prime pour financer leur accès aux soins de santé dans le contexte où leur maladie est chronique, donc ils doivent y aller plus souvent. Il y a un hôpital qui s'est installé avec une gang de scientifiques des données, puis on veut mettre en place un système algorithmique de prédiction qui va nous permettre d'identifier quel patient ou quelle patiente pourrait se prévaloir de ce programme-là, parce qu'évidemment, c'est payant pour l'hôpital d'avoir ce genre de patients-là, puisqu'ils ont un accès directement aux ressources. Ils ont fait ça, puis ils ont utilisé un proxy, c'est-à-dire qui est-ce qui peut être susceptible d'avoir une maladie chronique? C'est ceux qui viennent souvent à l'hôpital, n'est-ce pas? Ça semble être un peu l'évidence, mais qui vient souvent à l'hôpital dans un système où les hôpitaux sont privés? Les gens qui ont de l'argent. Évidemment. Fait que l'algorithme, lui, qui est pas capable de faire la distinction entre la clarté morale, si on veut, puis la réalité, puis les chiffres, puis etc., l'algorithme, lui, a dit, ces gens-là qui ont plus d'argent viennent souvent à l'hôpital, donc ils ont plus de chances d'être recevables, admissibles à ce programme-là. L'algorithme a tourné comme ça. Ce faisant, il a évidemment discriminé tous les patients et les patientes qui viennent de milieux plus précarisés, qui ont moins d'argent, donc qui vont moins souvent à l'hôpital parce que justement, à chaque fois qu'ils vont à l'hôpital, ça leur coûte une nouvelle hypothèque.
Fait qu'on voit comment tu sais, quand on dit les données ici sont produites, hein, ils sont pas juste produites au sens qu'on les produit dans nos comportements, elles sont produites à partir de comment la personne a compris le problème, quelle solution elle a mis en place pour capter le problème, c'est quoi comment elle a conçu, c'est quoi son idée de justice. Est-ce que, par exemple, l'idée de justice puis l'idée d'équité pour cette personne-là, c'est la même chose, par exemple? Ouais. Donc, si je trouve un algorithme qui est équitable, il est par conséquent juste. Mais ça, on n'est pas sorti du bois qu'on se met à faire avoir ces considérations-là. Mais ça explique pourquoi cette idée-là d'avoir des algorithmes qui sont justes, ça devient excessivement compliqué. Puis c'est notamment lié avec, là, c'est pas moi qui le dis, il y a Josh Simmons qui le dit, puis Arvind Narayanan, qui est un prof, je pense, de Princeton, qui dit la chose suivante, en gros, mais c'est le problème, c'est que quand on essaie de comprendre l'équité ou la justice à partir d'une perspective qui est celle du génie informatique, par exemple, ou des sciences algorithmiques, pour le dire comme ça, ou des sciences informatiques, c'est comme si on supposait que ces enjeux-là étaient susceptibles d'être clarifiés moralement, si on veut. Qu'on était capable, à partir d'une perspective ingéniérique, de dire voici c'est quoi un comportement moral, un comportement machine équitable, aligné, moral, etc. Puis parce qu'on Alors que ça fait 2000 ans qu'on se le demande. Là. C'est ça. C'est ça. On y arrive pas très bien, tu sais. C'est très bien. Ça, cette perspective là, je m'excuse pour tous mes amis ingénieurs, cette perspective-là de l'ingénieur sur la complexité humaine, on la voit dans le travail depuis Taylor, on la voit dans les enjeux d'éthique, de justice, dans toutes les espèces d'approches qui sont technosolutionnistes. Puis avec l'intelligence artificielle, ça a comme pris vraiment une grosse c'est dans le prolongement de tout ça. C'est pas l'intelligence artificielle qui a créé ça. C'est une perspective qui est... Je comprends pourquoi est-ce que les gens s'y intéressent, qui ont de l'attrait pour ça, mais c'est une perspective qui, d'un point de vue, je dirais, sociétal ou sociologique, anthropologique, sciences sociales en général, c'est un point de vue qui est particulièrement agaçant à cause de ça, à cause de cette présupposition-là qu'on est capable de clarifier des problèmes de société. Cette tentation là, de résoudre des problèmes éthiques complexes avec juste une technologie. Moi, j'ai compris c'est quoi l'équité. C'est simple. Puis, oui, c'est une formule encore plus mathématique. simple parce que je veux pas le résoudre avec un outil technique. Donc, les enjeux d'équité qui étaient problématiques depuis les 2000 dernières années, j'ai une application. C'est super facile. On a même maintenant des organismes qui certifient que ton modèle est équitable. J'ai vu ça récemment. Ouais, il y a des organismes qui font de la certification par rapport à ça. Bon, moi, je vais rester poli avec mes potentiels partenaires d'affaires. Oui, ça. Je voulais quand même souligner donner une idée de ce que j'en pensais. Vas-y, Fred. Ben, je voulais juste dire à Véro que la perspective que tu as est super intéressante et nécessaire pour tes partenaires. Tu as une perspective de science des données, tu es les deux mains dans le moteur de ces technologies-là. Puis en plus, tu as une réflexion éthique ouais, c'est proche ça. de ce qu'on trouve en sciences sociales. Là, oui, je suis capable de m'obstiner avec eux puis de leur faire la démonstration mathématique qu'on peut pas atteindre tous ces critères-là en même temps. Donc, ils sont... Une fois que j'ai fait ça, je suis un peu tranquille. Même pas besoin de rentrer dans les débats philosophiques. Ton rapport à la question, si on fait... On ferme le dossier de l'énoncé en question. Est-ce qu'il y avait tu avais dit qu'il y avait des petits côtés qui t'agaçaient. Est-ce qu'on peut mettre aussi en évidence ces bons coups? C'est là-dessus que je voulais continuer. Là, j'avais d'autres choses négatives, mais on va y aller avec les deux bons coups. Premier bon coup, il encourage les gens à utiliser des modèles plus parcimonieux quand c'est possible. Donc, quand c'est possible, d'utiliser un modèle UNIA qui est spécifique à ce domaine-là. Puis ça, c'est bien. C'est quelque chose qu'on voit pas trop souvent. Parcimonieuse, ça veut dire qui manipule peu d'informations, c'est ça? Ça veut dire que ce sont des modèles plus petits. Des modèles plus petits, en fait. Des modèles plus petits avec moins de paramètres qui consomment moins d'énergie. Moins gourmands. Pas des LLM, là. Des grands modèles de langue préentraînés. Si c'est un algorithme pour prendre une décision, mais tu prends tes données, tu fais une régression logistique, puis tu prends ta décision avec. Donc, non seulement tu as consommé moins d'énergie, mais tu comprends beaucoup mieux la réponse, puis tu as beaucoup plus de contrôle sur ta décision. Donc, ça c'est un plus.
L'autre plus, il parle de compétences, ils ont mis un principe de compétences. Les personnes qui font ça doivent être compétentes. Moi, j'ai trouvé ça quand même le fun. Personnellement, là, dans les dernières années, tu sais, des fois, c'est un peu choquant quand t'as passé 10 ans à l'université à étudier un sujet, puis que les gens se deviennent des spécialistes de l'IA en 10 leçons sur Coursera, tu sais, ça, c'est correct, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais la réflexion est quand même pas toujours là. Donc, il y a le principe de compétence, puis en espérant que, dans ce principe-là, il inclut aussi, l'expertise de personnes qui sont pas nécessairement mathématiques, mais l'expertise, la compétence en éthique, par exemple. J'aurais aimé que ça soit inclus là-dedans. C'est pas spécifié, mais on va supposer qu'ils le considéraient. On va se dire ça, on va se dire que c'était Soyons prévu bons dans leur soyons bons joueurs. Voilà, donc c'est les deux éléments positifs de ça. Merci, merci Véro. Une belle réflexion qui a entouré. Rappelle le titre de l'énoncé en question, énoncé de principe. C'est l'énoncé de principe pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle par les organismes publics. Génial, allez lire ça, puis allez le lire à plusieurs, puis vous aurez, vous aussi, ces belles discussions qui entourent ce genre de documents. Je me tournerai vers Frédéric Plamondon. Frédéric, avant qu'on entende son sujet, avant qu'on commence l'émission, Frédéric, il dit « Ah là, j'ai quelque chose. Je veux jaser de quelque chose, je ne me peux plus. » C'est ton moment, Fred, vas-y. Non, en fait, Véro m'a plus ou moins volé le punch, là, parce que je voulais parler plus ou moins de la même chose, puis il a fallu que je me revienne vraiment vite. Non, c'est pas vrai, mais on est dans le même sens, on va un peu dans la même trajectoire. En fait, je voulais parler de trois publications qui viennent d'être faites le janvier 2026. Puis les deux concernent l'intelligence artificielle en santé, ou plus généralement le numérique en santé. Puis je voulais le souligner parce que c'est des contributions qui me semblaient justement assez intéressantes. Pas pour les mêmes raisons, évidemment. La première contribution, c'est une contribution de l'INES, donc l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Voilà, il me manquait le E. Qui a fait publier, en fait, leur bulletin de veille stratégique. Le dernier, c'était le bulletin numéro 18. Ça, c'était sur l'intelligence artificielle en santé. C'était en septembre dernier. Puis là, ils viennent de sortir le bulletin numéro 19, qui est sur les modalités d'évaluation des technologies numériques en santé et en services sociaux. OK. Puis avec ça, ils ont aussi en même temps publié un guide qui s'intitule Le guide de l'appréciation de la valeur des technologies numériques en santé et en services sociaux. Ce qui fait qu'on a là quelque chose qui est un peu, je dirais, corollaire à ce que Véronique présentait, mais dans le domaine de la santé. Ça, à mon avis, c'est une bonne nouvelle parce que, tu sais, souvent, on va m'entendre, on a dit qu'il fait le Grinch de l'IA, puis c'est correct, je peux même porter ce titre-là à l'année, mais je suis le Grinch de l'IA générative. Et souvent, je fais cette distinction-là dans les podcasts. Là, il y a l'IA générative. Ça, c'est une chose, c'est un produit commercial duquel on peut se moquer abondamment, puis qui fait beaucoup de tort par ailleurs, à mon humble avis. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle dans des applications qui sont plus, je dirais, socialement valables ou acceptables, notamment en santé, où là, il y a des applications, je pense, qui peuvent être intéressantes, y compris dans l'IA générative. Mais je ne vais pas aller là-dedans tout de suite, mais ce qui est intéressant avec ces éléments-là, c'est que la modalité d'évaluation des technologies numériques en santé pour le bulletin de veille stratégique numéro 18, là-dedans, c'est que l'INES aborde les critères qui permettent d'évaluer la valeur des technologies numériques, notamment de l'intelligence artificielle, quand on les applique dans ce secteur-là. Puis, ils ont identifié, je pense, 8, excusez-moi, j'ai lu ça ce matin, ce qui fait que c'est très, très frais. Ouais, c'est ça, des critères d'évaluation comme, par exemple, dans les grands ensembles, là, la gestion des données numériques, donc sécurité et protection des données, l'interopérabilité et la compatibilité des systèmes, l'accessibilité et l'utilisabilité, les coûts, l'efficience des modèles, puis l'utilité et la performance algorithmique de ces outils-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les critères. Ils ont comparé des outils, puis ça, c'est les critères, puis ils ont essayé de voir les outils qui ont le plus de valeur ou les applications. Ils vont pas encore dans les applications. L'objectif ici, c'est plus d'identifier, par exemple, des critères ou des modalités qui permettraient d'évaluer l'adoption ou l'intégration de certains outils, notamment comme l'intelligence artificielle en santé. Ils sont basés sur ce qui se fait déjà en fait, c'est un benchmark, là, il y a une analyse comparée là-dedans sur des approches de plusieurs pays, notamment des pays européens, beaucoup. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est des critères d'évaluation, en fait, qui vont devenir 8 modalités, là. J'y viens, ce sera pas long, mais c'est des critères d'évaluation qui sont ancrés
dans, je dirais, des considérations plus spécifiquement liées aux enjeux de la santé. Par exemple, sur l'importance de tenir compte des réalités locales quand on va faire le choix d'une technologie comme l'intelligence artificielle appliquée en santé. Quand on parle de tenir compte des réalités locales, c'est pas juste des énoncés de principe, mais c'est de tenir compte aussi de l'infrastructure logicielle, matérielle, épistémique au sens des compétences qui sont disponibles localement, par exemple, pour utiliser des ressources humaines, par exemple, pour l'utiliser. Tenir compte aussi de la robustesse des réseaux, etc. Bref, ces éléments-là qui sont très reliés là, à des éléments très ancrés dans le quotidien, là, si on veut. Puis c'est pour ça que c'est le fun à lire comme document. Ça donne des bonnes idées aussi là-dessus, des idées d'application ailleurs, parce que c'est relié à des enjeux de santé. Donc, c'est toujours lié avec les fins attendues, les considérations qui sont spécifiquement humaines là-dedans. Puis pas juste humaines comme dans on va mettre l'humain au cœur de l'intelligence artificielle, là, mais c'est humaine au sens de la qualité des soins, la qualité de l'accès aux soins, la qualité du continuum de soins, par exemple, la place des patients partenaires, par exemple, ce genre de choses-là. Fait que ça en fait une lecture qui est plutôt intéressante, je dois dire. Notamment aussi parce que ça fait référence à comment est-ce que ça va, c'est là où ça m'intéresse le plus, c'est comment ces technologies-là peuvent avoir de l'impact sur les conditions de pratique des professionnels en santé sous plusieurs dimensions. Les conditions de pratique, c'est pas juste est-ce que je vais gagner du temps, fait qu'on dépasse la dimension qui est plus celle de la performance, si on veut, puis on entre dans des questions ou des considérations qui sont plus typiquement professionnelles. Fait que la perspective, c'est pas de dire, ou le propos, c'est pas de dire il faut valider la performance de l'outil. Est-ce que ça nous rend plus efficient? Est-ce qu'on peut faire un gain de coût? Est-ce qu'on peut faire des gains d'échelle, etc.? La question, c'est de savoir comment l'outil influence les pratiques professionnelles. Puis là, on tombe dans une autre sorte d'évaluation qu'on fait ça. Puis je trouve ça bien intéressant que l'INES ait choisi cette perspective-là plutôt que la perspective axée sur la performance. C'est une perspective aussi dans laquelle on considère le droit des usagers, puis où on peut remarquer, partant de là, par exemple, sur les questions de protection des données, quand on regarde les pays où est-ce qui ont alimenté leur analyse comparée, on se rend compte tout de suite que les États-Unis ne sont pas là. C'est ça. Pourquoi? Ben parce que pour plusieurs enjeux, notamment la protection des renseignements personnels, l'accès aux données, puis le consentement, puis etc., les États-Unis ont vraiment une mauvaise note à cause, entre autres, de certaines législations comme le Patriot Act, le Cloud Act, puis évidemment, on le devine, les travers de l'administration actuelle. Fait que dans ce contexte-là, ben, ce qui se fait aux États-Unis ou ce qui a été présenté aux États-Unis là-dessus ne fait pas partie de ce document-là. Puis ça, en tout cas, j'ai trouvé que c'était aussi une approche qui me semblait raisonnable. Puis ça a alimenté le deuxième texte qui est le guide en question sur l'appréciation de la valeur des technologies numériques en santé et en services sociaux, qui est aussi un petit truc. On parle au total, les deux ensemble, ça fait une quarantaine de pages. Là, c'est quelque chose que vous pouvez lire assez facilement. Puis dans le cas de ce deuxième document-là, il s'agit en fait d'être capable d'outiller les différents acteurs, les décideurs, lorsqu'ils vont réfléchir justement à la portée éthique. Puis la portée éthique, c'est pas juste une portée philosophique, là, c'est la portée éthique au sens de mesurer les conséquences sur la qualité des soins, l'accès aux soins, le financement des technologies, le financement de la formation. Donc, c'est une réflexion qui est plus éthique au sens organisationnel du terme, au sens beaucoup plus large du terme, qui touche à des enjeux quotidiens. On est plus dans l'application ici, dans l'éthique appliquée que vraiment dans l'éthique de principe, si on veut. Fait que ça rend la chose super intéressante. Ça, c'est les deux éléments, même si vous n'êtes pas en santé ou si vous n'êtes pas intéressé à ça, mais vous intéressez au modèle d'évaluation des nouvelles technologies ou des technologies numériques ou de l'intelligence artificielle. Il y en a des questions aussi dans ces deux documents-là. Vous pouvez lire ça pour vous donner des idées puis vous permettre d'aller voir un peu plus loin que ce qui est proposé d'habitude. J'ai trouvé que c'était bien intéressant. Très intéressant, oui. Je vais aller voir ça, Frédéric. Oui, je pense que ça vaut la peine. J'ai pas encore complété la lecture, mais j'ai beaucoup apprécié ça. Puis la recherche documentaire est vraiment fameuse, là. C'est vraiment on point. Puis à côté de ça, il y a une autre nouvelle en santé. C'est ChatGPT Health. OK. Est-ce que vous avez entendu parler de ChatGPT Health? Je ne l'ai pas essayé, en tout cas. Non, je l'ai pas. J'ai zéro entendu parler. Ça a sorti quand, ça? ChatGPT Health?
Health, Comme la comme dans santé? santé. ChatGPT Santé, ça a sorti le 7 janvier J'ai compris Elf 2026. au début, j'étais encore dans mon mood du temps des Ouais, fêtes. Health, c'est quand tu veux produire des images sexy, probablement, ou quelque chose comme ça, parce que ça, c'est l'autre Ah, domaine dans chacun. lequel OpenAI s'en va, là. Ils ont besoin vraiment d'argent, fait qu'ils se lancent Ah, un ok. petit peu dans la Elf, c'est pas génération de mes données premiers pour mots, mais adultes, ok, là. Fred. Ouais. Continue avec ChatGPT, Elf. Ouais, je vois la face Help. de Véro. Mais petite parenthèse, oui, OpenAI a annoncé qu'il allait penser une façon de pouvoir offrir, Ben débarrer, oui, si pour on veut, le système pour monétiser. faire de la Ça porn s'en avec vient. de génération de porn pour les adultes consentants, fermeture de la parenthèse. OK, J'ai- C'est on pas une l'ouvre pas, parenthèse, on ça. la laisse. Ça, c'est Fred, il met le feu, il dit que c'est une parenthèse. C'est C'est une comme. parenthèse, donc on parlait de quelque chose de Ouais. fun. Mon Grinch était de côté, et puis là, soudainement, en tout cas, il revient. Mais oui, ben, tu sais, ils ont besoin de vraiment beaucoup d'argent, fait que voilà. Ça s'explique peut-être cela, fermeture de la parenthèse. Je référer à ça, mais ils ont aussi lancé parallèlement à ça ChatGPT Santé, hein, c'est une expérience qu'ils sont en train de faire. En gros, ben, c'est d'utiliser, genre, si on veut légitimer un usage qui est très, très répandu chez les utilisateurs, utilisatrices de ChatGPT, c'est-à-dire poser des questions sur leur santé émotionnelle, psychologique, ben, biologique aussi, là, leur santé en général. Ce qui fait que OpenAI a cru bon d'encadrer ça et en même temps de légitimer ce discours-là et cette utilisation-là de ChatGPT en créant un espace dédié à la santé. Fait qu'il ne va pas juste avoir ChatGPT 5.2, il va aussi avoir ChatGPT Santé. C'est quoi la différence entre ChatGPT et ChatGPT Santé? C'est que ChatGPT Santé va être paramétré spécifiquement pour les questions qui portent sur la santé ou les discussions qui portent sur la santé, notamment pour vous aider à comprendre vos propres enjeux de santé, Jean-François. Hmm. On dirait que tu as essayé de faire une ligne de com, Frédéric. Ouais, hein, ben, c'est Là-dessus. un Il y avait peu un ça, petit mais essai. ouais, ben, je pense que j'ai Ben, essayé d'emprunter le ton radio-canadien pendant une petite seconde, mais bon. Mais c'est ça, en fait, c'est admettons, Jean-François, admettons que tu t'en vas passer, je sais pas, moi, une radio chez le dentiste, puis que là, tu vois la radio de tes dents, puis tu veux savoir c'est quoi qu'il y a dessus, cette radio de dents-là, ben là, tu pourrais aller voir ChatGPT Santé, lui donner tes informations personnelles, puis lui demander de t'expliquer qu'est-ce que tu peux voir sur la radiographie de tes dents. Mais ça existe déjà avec, tu sais, je me dis pourquoi que c'est juste un petit mot qui est ajouté à côté de ChatGPT pour dire, oubliez pas que vous pouvez faire ça aussi, ou il y a une Ben là, c'est ça. surspécialisation qui a été Le pensée but, c'est pour de... l'outil en question. Ben, tu sais, ChatGPT, en fait, OpenAI, c'est pas une compagnie de télécom comme Google puis Meta, par exemple. C'est une compagnie qui vend un logiciel qui coûte super cher à opérer puis qui rapporte pas beaucoup d'argent. Fait qu'ils ont un produit puis ils veulent le vendre. Fait que ChatGPT Santé, c'est juste un nouveau modèle de ce produit-là, une nouvelle version de ce produit-là, mais qui est légitimé cette fois-là en faisant quoi? En disant, par exemple, qu'il a été conçu en collaboration avec des médecins. Hein? Qui a été évalué selon des normes cliniques à partir d'un benchmark qui s'appelle Health Bench. Dont on ne connaît pas la méthode, etc. Peut-être c'est disponible à quelque part, je peux aller vérifier, mais c'est un peu étrange. Puis, ben, évidemment, c'est fondé sur une évaluation critique rigoureuse. Puis là, ben, je suis étonné de ne pas voir de cadre atteint dans le site de ChatGPT. mais en tout cas, Ils en mettent plus de cadre atteint. Arrête de dire ça. Ils ont compris, là, les ils ont compris. Hein, même leur publicité dans l'eau de la page a l'air d'être vaguement vraie. C'est quelque chose. Puis là, ben, en gros, comment ça fonctionne, c'est que tu importes tes dossiers médicaux dans le moteur. Fait que tu crées, ouais, c'est ça, tu te fais un chat GPT médical à toi-même. Fait que là, tu lui donnes tes dossiers médicaux. Tu peux, C'est-tu par exemple... protégé un peu ou on leur donne nos données de santé pour que leur propre chat GPT Health s'améliore? Là? Ben oui, C'est ça qui là, se puis passe, tu peux là? connecter ça avec Strava, si tu utilises Strava. Si tu as une montre connectée, tu peux connecter ça avec ça aussi. Tu peux connecter ça, par exemple, avec C'est une blague que t'es en train de Instacart, faire, là? avec Weight Watchers aussi pour évaluer si tes repas OK, là, t'es en train de... Oh, ils trollent. Non. OK, ouais, non, une seconde. Non. J'ai cru que c'était vrai pour Strava, là. J'ai été un peu... Ben, le Peloton est là, All Trails est là, Weight Watchers, MyFitnessPal, etc. Apple Santé aussi. Strava, c'est juste une question de temps. C'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps de signer les ententes encore, j'imagine. Là, mais c'est ça. Fait que OK, mais c'est vrai. Oui, Ah oui, c'est c'est vrai. vrai. C'est pas un poisson d'avril avant le temps. Tout ça, c'est vrai. Puis après ça, ben, vous pouvez aussi personnaliser votre expérience avec ChatGPT Santé. Fait que ChatGPT Santé peut analyser vos rapports sanguins, peut analyser les dossiers, les notes, vos prescriptions, peut analyser
je dirais comment ça s'appelle, les programmes les plans d'intervention, puis ce genre de choses-là, peut vous aider à comprendre ça, peut aussi vous aider à comprendre le plan d'intervention qu'on réserve à votre fils ou à votre adolescent ou ce genre de choses-là, si vous lui donnez. Bref, tout ça va être disponible grâce à l'intelligence artificielle oui, puis on va pouvoir tout connaître, notre ChatGPT bilan de santé. Fait que je me suis dit, tiens, voilà une opportunité de tester le cadre d'évaluation de l'INES, de l'Institut national en santé. Fait que j'ai dit à ChatGPT, voici les documents de l'INES, génère une grille d'analyse pour ça, puis qu'est-ce que tu penses de ChatGPT par ailleurs? Bon, ça m'a bullshité quelque chose, là. Ça donne une note de 70 et quelques % à ChatGPT. Santé, mais à partir du marketing de ChatGPT, à partir du marketing d'OpenAI et pas à partir de données probantes, là, faut le dire. Oui. Même leur marketing n'a pas généré un score il n'y a pas mis. Il y a eu la note de passage, 70, c'est bon. Puis, j'ai demandé ensuite à ChatGPT 5.2, hein, je paye mon abonnement, fait que j'utilise ChatGPT 5.2. Je m'excuse, ça a coûté vraiment cher en ressources de faire cet exercice-là, qui est pas très sérieux, mais ça valait le coup. Fait que voici ce que ChatGPT 5.2 donne comme note à différents LLM utilisés pour la santé à partir de la grille d'évaluation de l'INES. Donc, qui gagne, qui obtient la valeur la plus élevée, hein, selon vous? Ben, c'est évidemment ChatGPT lui-même. ChatGPT lui-même qui a vraiment là, une capacité élevée à être capable à vous informer sur votre santé, suivi de très près par son premier concurrent, Gemini, Google, n'est-ce pas? Suivi par Llama, qui est plutôt faible. Fait qu'avec ChatGPT, on est à élevé. Donc, sa valeur en santé. Avec Gemini, on est moyenne, parce que tu sais, c'est Gemini. C'est bon, mais pas tant que ça. Llama, c'est plutôt faible. Ça, c'est un modèle ouvert. Pourri. Mistral, modèle français, faible aussi. En tout cas, il n'a pas compris. Kimi, très faible. DeepSeek, très faible. Et le dernier, Grok, très faible aussi. Notamment parce qu'il permet de moi, j'ai envie de mettre mon dossier de santé directement sur un serveur chinois. C'est une bonne idée. Quoi que les serveurs aux États-Unis en ce moment, c'est peut-être. Voilà, fait que je vous recommande d'aller lire les documents de l'INES et je ne recommande pas du tout d'aller vous inscrire pour ChatGPT Santé. OK, merci Fred. Une belle aventure de lecture. Et allez tester. Trouvez-vous un médecin ou faites ça directement sur ChatGPT. On en manque de médecins. ChatGPT Santé, là, pour un modèle de l'aveu même, excuse-moi, je t'interromps, mais de l'aveu même de Sam Altman, là, ChatGPT a atteint le score magique de 52% sur ArcAGI, qui est un des benchmarks les plus exigeants en intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il atteint une bonne réponse sur 2 quand on lui donne ce genre quand on le fait passer là-dessus. Puis là, ils vendent ChatGPT Santé, ça c'est avec des API qui vont se connecter sur toutes vos applications. Parlant de... Tiens, ça va me faire ma transition, Fred. Parlons de benchmark et de banc d'essai. J'ai envie de me tourner vers Benjamin. Benjamin fait un petit sujet qui parle exactement de ça. De quoi tu as envie de nous parler, Benjamin? Ben oui, ça va être assez rapide. Je ne sais pas si vous vous rappelez une de mes dernières interventions, là, c'était en octobre. J'ai parlé du Humanities Last Exam, qui est un benchmark qui se veut le plus difficile possible, qui est en réponse au trop grand succès, en fait, des gros LLM, des gros modèles génératifs, face à la majorité des bancs d'essai qui existent puis qui sont disponibles de façon open source. Qu'est-ce que c'est que le Humanities Last Exam? C'est un total de 2500 questions regroupées à travers différents champs. On compte par exemple les maths, la physique, biologie, médecine, sciences sociales, informatique, etc. Toutes des questions qui ont été développées soit par des chercheurs ou des professeurs dans leur domaine respectif. Le but de ce banc d'essai-là, c'est vraiment de regrouper des questions qui vont aller challenger les plus grands experts d'une panoplie de domaines variés. Donc, si un IA est capable de répondre proprement à la majorité de ces questions-là, ben vraiment, il y a des qualités exceptionnelles. Bon, c'est ça l'intérêt du banc d'essai. Puis on compare les IA entre elles pour voir qui réussit mieux ce genre de test.
C'est ça exactement. On s'attendrait pas à ce qu'un humain ait une bonne moyenne sur ce genre d'examen-là parce que un humain va être spécialisé dans un domaine particulier. Donc, il va pouvoir répondre à une question ou deux, mais étant donné que les champs questionnés sont tellement vastes, on s'attend pas à ce qu'un humain puisse bien réussir là-dedans. Ben oui. Donc, il y a deux façons de mesurer finalement la qualité des réponses. Il y a le taux de bonne réponse, évidemment. On veut qu'il soit le plus élevé possible. Puis, il y a l'erreur de calibration. Ce que c'est que l'erreur de calibration, c'est de dire à quel point le modèle était confiant quand il a fait une bonne réponse versus à quel point il était incertain quand il a fait une mauvaise réponse. Donc, la dernière fois que j'en ai parlé, en fait, c'était à la mi-septembre. C'était pas en octobre, c'était à la mi-septembre 2025. Et à l'époque, le meilleur modèle, c'était GPT-5 de OpenAI avec un taux de bonne réponse de 25%. Donc là, on se dit 25%, c'est une question sur 4, c'est pas si bon que ça. Mais il faut faire attention parce que la majorité de ces questions-là, ce sont des questions de nature ouverte. OK? C'est pas nécessairement des vrais ou faux, c'est pas choisissez la bonne réponse parmi A, B, C, D. C'est vraiment des questions difficiles. Donc, puis corrigées par des experts. Si moi, dans les 2500 questions, si la question c'est qu'est-ce que le bien, par exemple, qui est une question assez ouverte, là, je pourrais, moi, évaluer la réponse de l'outil en question ou c'est déjà pré-corrigé, ça se corrige automatiquement tout seul? En fait, ils ont corrigé ce problème-là en se servant d'un LLM pour corriger les réponses. Donc voilà, il n'y a aucun trou quand on se sert de l'outil lui-même pour patcher les trous partout. Fait que ChatGPT 5 était le meilleur à l'époque. C'était le meilleur à l'époque. Puis, on s'entend, ça fait juste 3-4 mois de ça. Ça fait vraiment pas très longtemps. Et depuis le temps, il y a plusieurs modèles qui sont sortis. On compte DeepSeek 3.2, Opus 4.5, qui est une variante de Claude Anthropic, GPT 5.2, OpenAI, Gemini 3 Pro de Google. Et en novembre, Gemini 3 Pro a atteint 38,3%. Wow. Donc, c'est notre champion? C'est lui notre champion actuel. Pour nous donner une idée de ce que ça représente, c'est quand même une amélioration de bonnes réponses d'environ 50%. Il fait 50% plus de bonnes réponses qu'il en faisait avant. Il est passé de, on va dire, 25% à 38%. C'est une augmentation vraiment sur 2500 importante. Questions sont rendues à presque la moitié de bonnes réponses des questions d'experts dans différents champs d'expertise. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment des progrès surprenants. Puis bon, il faut dire qu'il y a une flotte de nouveaux modèles qui sont apparus. C'est aussi intéressant de voir à quel point tout le monde se compétitionne puis qu'il y a des avancées qui se font sur une base régulière. Vraiment. Véro, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, Benjamin, je sais pas si tu le sais, mais est-ce que les questions comme telles, elles font partie du jeu de données d'entraînement aussi? Probablement. Non. Dans le fond, il y a les 2500 qui sont questions qui sont open source, qui sont disponibles pour tout le monde, mais le jeu de données de test sur lequel on se teste puis pour lequel j'ai rapporté les performances, lui, il est gardé privé. Donc ça, il n'y a personne qui a accès, sauf les personnes qui gèrent ce jeu de données-là, finalement. Ben oui, mais c'est des questions où il y a quelque part sur Internet la réponse à ces questions-là déjà toutes faites. Là. Je veux dire, c'est pas des nouvelles questions qu'on a inventées dans lesquelles l'humanité connaît pas la réponse. Là. Ou en tout cas, où personne ne s'est jamais interrogé là-dessus. Ben, c'est probablement, je dirais, des questions proposées par des experts. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est du même style qu'on retrouve pour les questions en entraînement. C'est la même chose en test, mais d'autres questions dans le même style à peu près. Donc oui, la réponse va se trouver à quelque part sur l'Internet, mais la question de dire « il s'agit d'une question de test du Humanities Last Exam », tu ne trouveras pas cette information-là sur Internet. Ok, je comprends. Parce que quand on me dit qu'il est bon en maths, par exemple, souvent on me donne des exemples, puis les exemples qu'on me donne, ben oui, tu sais, c'est des problèmes de maths que, mettons, surtout en analyse combinatoire, là, c'est là que les gens ont le plus de difficultés. Puis c'est des problèmes d'analyse combinatoire, puis oui, c'est difficile pour un être humain quand tu l'as jamais fait, là, mais
il y a tous les livres de prob, de premier niveau ont cet exemple-là dedans, ou ce type d'exemple-là. Donc, il les a vus souvent, cet exemple-là, il réfléchit pas à un nouveau problème. Fait que c'est ça mon... Où on peut c'est ça que je trouver, trouve embêtant. là, les questions sont pas disponibles, fait qu'on peut pas, moi, je peux pas aller voir les questions pour voir quel genre de questions ils posent, pour savoir, pour moi, me prononcer pour dire, là, il parle d'éthique, c'est quoi cette question-là? Donc, il y a le site internet lastexam.ai, qui est le site internet là, du jeu de données en question, sur lequel on a un échantillon de 8 questions qui se trouvent dans l'ensemble d'entraînement. On peut les télécharger là, avec Python assez facilement. On télécharge un package, une librairie, puis on y a accès facilement aux questions d'entraînement. Juste pour tester au moins avec ces quelques questions-là, tu peux te faire ton petit démo toi-même pour voir combien sur 8 questions, pas 2500, là, mais sur 8, est-ce que mon modèle est bon ou pas? Là. Fred, je te voyais réagir aussi. Ouais, ben en fait, le HLE, là, donc Humanities Last Exam, c'est effectivement, là, comme Benjamin disait, c'est un benchmark dont l'idée en fait appartient à Elon Musk, qui s'est dit, bon, on n'est pas capable de savoir exactement si dans les autres benchmarks, les modèles ont mémorisé les données ou si ils sont capables de fournir vraiment des réponses factuelles. Ce qui fait qu'on va questionner pour aller chercher les réponses les plus difficiles possibles en demandant à la communauté de pitcher des questions, si on veut. Puis je pense que dans le Humanities Last Exam, ce processus-là d'aller collecter des nouvelles questions, je pense qu'il est encore en cours, si j'ai bien compris. Il y a moyen de trouver des informations de ça sur le site de Hugging Face, entre autres, si ma mémoire est bonne encore, mais ça fait longtemps que j'ai regardé. Pour ceux et celles que ça intéresse, le site que moi je consulte pour avoir une espèce de coup d'œil sur les benchmarks, sur le score des différents modèles sur les benchmarks, c'est velum.ai, VELLUM.ai, qui est assez bien fait avec des petites explications très rapides, là, quelques lignes sur c'est quoi. Puis c'est ça, le Humanities Last Exam, exactement comme les autres, par exemple, ce qu'on appelle le GPQA Diamond, le High School Math, donc qui concerne plus les capacités des systèmes à répondre à des questions mathématiques, ou le SWE, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de voir si le système est capable de résoudre des problèmes de codage, par exemple. Identifier et résoudre des problèmes de codage, ce genre de choses-là. L'enjeu avec ces systèmes-là, c'est que c'est des benchmarks qui mesurent des capacités des systèmes. Fait que, par exemple, dans le cas de HLE, il mesure la capacité des systèmes à donner une réponse factuelle. Donc le plus proche possible d'une réponse qui serait factuelle. Typiquement, un LLM ne peut pas vraiment faire ça à cause du type de technologie que ça mobilise. Là. C'est des technologies probabilistes. Fait ce qu'on veut faire, c'est avoir une réponse la plus plausible possible, donc le plus proche possible de la réalité. Puis le Humanities Last Exam, c'est un peu ça que ça essaie de saisir. L'enjeu, c'est quand on essaie de faire ça, c'est qu'on passe à côté d'autres éléments de mesure du benchmark que ces benchmarks-là n'adressent pas du tout, comme par exemple la valeur économique d'un modèle. La capacité d'un modèle à traiter ou à trouver une solution innovante à partir de très peu de données, par exemple. Ça, il y a un benchmark qui fait ça ça s'appelle ArcAGI2, en fait, qui fait ça. Puis c'est des espèces de puzzles là, visuels qu'un panel d'experts serait capable de résoudre à peu près à 100% du temps, mais qui reste parmi les benchmarks les plus difficiles à réaliser ou à passer au travers pour les différents modèles qui sont là, notamment parce que ça exige du modèle, si on veut, d'abstraire une nouvelle information à partir de très peu de données visuelles. Puis ça, ils sont notamment pourris là-dedans. Mais comme je disais un petit peu plus tôt, là, ChatGPT 5.2 atteint 51 ou 52% dans ce modèle-là, dans ce benchmark-là. Puis il y a l'autre. Ça s'appelle ArcAGI2. OK, AGI. Ouais, c'est ça. Puis il y a un modèle comme Xbench, lui, évalue la capacité des modèles à prendre en charge des tâches professionnelles. Puis on n'est plus dans les capacités, on est dans valeur économique du modèle. Puis un modèle comme GDP-VAL, par exemple, donc Gross Domestic Product Evaluation, si on veut. Lui, ce qu'il essaie de mesurer, c'est les gains d'efficience des modèles dans certains secteurs d'activité. Par exemple, dans un secteur d'activité, combien d'heures un modèle comme ChatGPT 5.2 fait sauver dans un secteur ou dans une industrie ou pour un métier, une profession spécifique. Fait que si, par exemple, ChatGPT 5.2, on est capable de démontrer qu'il fait sauver, je sais pas moi, 50 000 heures dans une année, ben c'est 50 000 heures qui sont dépensées sur autre chose. Fait que c'est un 50 000 heures de gain net pour
pour Ouais. le produit intérieur brut. Le problème avec GDPVAL, ça a l'air d'être une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il a été créé par OpenAI, là. Fait que, évidemment, c'est Un OpenAI qui se autre. mesure lui-même, c'est un peu weird. En tout cas, c'est autre chose. Ben, il y a un petit conflit. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah, j'ai perdu ma question. On va continuer. Benjamin, tu avais prévu un deuxième sujet. De quoi tu avais envie de nous parler? Oui, ben oui. Un deuxième sujet, je sais, Jean-François, puis Véro, que vous avez des enfants. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit ou peut-être troublé à n'en pas dormir la nuit de vous dire que l'intelligence artificielle pourrait devenir le meilleur ami ou la meilleure amie de votre enfant? Je vais laisser répondre Véro. Ben, non, mais je comprends la préoccupation. Ouais. Ça m'inquiète pas pour mes enfants, là, heureusement, mais c'est une préoccupation que je comprends. Oui. Est-ce que tu as déjà surpris je sais que mes enfants, souvent, quand ils ont une question, là, ils ont mis ChatGPT en mode audio. Là. Fait que c'est pas rare que je les vois. Ben non, ça se peut pas, blablabla. Ils sortent, puis là, hey, ChatGPT, blablabla, ils posent leurs questions, puis là, ils répondent, puis là, ils font, ah, elle me répond ça. Fait que c'est pas un ami, mais c'est comme une sorte d'ami de poche qui peut répondre à leurs questions à voix haute. C'est un début de relation, je dirais. Là. Mais je te dirais, Benjamin, mes enfants sont très sociaux, là. Donc, c'est pour ça que je me pose pas vraiment la question, mais je pense que si j'avais des enfants un peu plus, un peu plus introvertis peut-être, qui aiment moins voir des gens en personne, par exemple, ou probablement que c'est une question qui me ferait peur. Là. C'est-tu de ça que tu voulais parler, Benjamin? Ouais, ben oui, puis tu sais, c'est drôle, on parle de ce sujet-là, puis ça me fait penser qu'au final, c'est juste tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent, mais avec différentes technologies, tu sais, que ce soit les blogs sur Internet, ben il y a beaucoup de gens, surtout à une certaine époque, là, qui avaient leur page, qui se confiaient là-dessus, etc. C'est super facile de faire ça avec un pseudonyme. Ou encore avec les jeux vidéo, on rencontre des nouvelles personnes partout sur la planète, on les connaît pas vraiment, on joue avec eux, ça devient nos amis et tout. J'ai l'impression que c'est un peu tout le temps les mêmes considérations qui reviennent là, avec l'évolution de la technologie. Mais voilà, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est d'une enquête qui a été faite par le Common Sense Media et qui va comme suit, entre autres. Près de 72% des adolescents aux États-Unis questionnés ont déjà utilisé un compagnon IA. Donc, par là, je crois qu'on devrait entendre un modèle génératif quelconque. 52% en sont à des usages réguliers et 13% en font un usage quotidien. Ces dispositifs sont principalement utilisés comme compagnons virtuels. Compagnons virtuels, je crois qu'on s'approche... Ça ressemble à ce que je décrivais un peu plus tôt. Là. Je pense que mes garçons... mes garçons sont vieux. Là. C'est au-dessus de 20 ans, là, fait qu'on panique pas. Là. Mais ils servent de leur appareil probablement à chaque jour pour poser des questions, avoir des réponses à des questions, s'ostiner avec. Des fois, là, mes garçons, ben non. Puis là, il argumente avec lui comme si c'était... c'est conscient, puis ça se veut humoristique aussi, là, de s'ostiner un peu devant tout le monde avec les... Ben voyons, c'est stupide, ça. Alors, reformule-moi ça, puis c'est drôle un peu, mais j'imagine que dans le 70%, il y a plusieurs usagers qui ressemblent à ça, là. Probablement. C'est pas 70% des personnes qui ont développé une relation intense avec leur ami, éventuellement leur conjoint, ils vont se marier avec. Là, on n'est pas dans cette... Non, c'est ça exactement. Par contre, il y aurait un 16% d'utilisation sous forme de coach psychologique. Ah oui, Donc là, on parle un peu plus d'une relation justement d'ouverture sur des problèmes intimes, demande de conseils, etc. Puis en plus, on lui a fourni la semaine d'avant tout notre dossier médical. Ça fait un outil qui commence à nous connaître peut-être mieux que notre conjoint. Ah oui, il nous connaît pas bien. Un outil, une compagnie. Ah oui, il y a ça. L'outil, il t'appartient pas, là. Il est géré dans le nuage par une infrastructure pour laquelle tu payes, là. Mais c'est une compagnie. Mais non, il veut ton bien, là. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis curieux. Quand il parle de relation d'amitié, là, ou en tout cas entre en relation, c'est une relation avec des liens forts ou une relation avec des liens faibles? Tu sais, par exemple, les fils de Jean-François ont des relations avec des liens faibles parce qu'ils comprennent que
c'est pas la réalité, c'est pas une vraie personne. Les enfants de Véro sont super sociaux, fait qu'eux autres, ils parlent pas juste à ChatGPT, ils parlent à Claude, ils parlent à Meta, ils parlent, Ils ont ils ont toute une leur gang. gang d'amis. Là. C'est ça. Mais dans l'article que tu as lu, est-ce que c'est des gens qui ont des liens forts, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a une réciprocité entre leurs bébés puis Ben, peut-être que ça va aider à y répondre. Il y a une autre stat qui dit que parmi ces jeunes questionnés-là, il y en a 35% qui en font un usage ponctuel comme remède à la solitude ou à l'ennui. Donc, c'est On triste. je pense s'ennuie, puis on pose une couple de questions. c'est-à-dire, sans dire explicitement le mot ami, tu sais, on s'entend qu'il y a plusieurs traits ou utilisations, à tout le moins, que des relations qu'on aurait avec un ami, par exemple. Puis c'est pas blanc ou noir non plus. Tu sais, c'est un spectre, là, l'utilisation qu'on peut en faire de ces outils-là. Avant de dire c'est mon ami, je suis en amour avec mon téléphone, puis la personne qui l'utilise juste pour me poser une question, il y a un spectre, puis il y a un glissement possible, surtout pour, moi j'imagine des enfants en bas âge où, tu sais, la frange entre la réalité, la fiction, la technologie, l'amitié, c'est des concepts qui sont en train de se concevoir dans leur tête. Là. Fait que c'est sûr qu'à long terme, ça peut transformer ça. C'est toi qui disais l'autre fois que ton enfant, il croise quelqu'un au parc, il dit bonjour, il joue avec, puis là, il dit « Ah, papa, je me suis fait un nouvel ami. » Est-ce que c'était toi qui disais Moi, ça? ça? Ouais. Non. Ah, je me mélange. C'est pas Les grave. enfants sont trop vieux pour ça. C'est sûr que c'est pas moi. C'est drôle, ça t'a dû avoir ça d'autres conversations, mais c'est sûr que c'est pas mes enfants qui faisaient. Véro, je te voyais, tu voulais réagir? Ben oui, je veux réagir parce que c'est un sujet que je voulais garder pour une autre chronique, mais là, comme on est là-dessus, je suis un peu obligée d'en parler tout de suite. Est-ce que vous avez entendu parler de Émilie, la poupée? Émilie? Oui, toi, Frédéric, t'en as entendu parler. Je suis tombée là-dessus ce matin dans un blog de Bruno Gugliel-Minetti. Donc, Émilie, c'est une poupée qui est plus conçue pour devenir ton ami, mais ça reste comme une poupée, tu sais. Puis là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle dit? L'entreprise insiste sur la notion de compagnie plutôt que l'usage sexuel de la poupée. Donc, il y a comme une IA qui est intégrée là-dedans. Donc, l'idée, c'est que la poupée, elle devient aussi ton ami. Donc, et ce genre de poupée-là se vend. Mais c'est une poupée qui est destinée aux jeunes enfants ou... Non, c'est plus une poupée Une comme poupée adulte. sexuelle. Ok, là. on parle pas d'une poupée de... Non. Non. On Ok. parle d'une poupée plus à usage Ouais. sexuel habituellement, mais qui maintenant OK, on est dans ces eaux-là, je me demande. a un logiciel intégré. Là, puis cette poupée-là, ben, est comme programmée pour devenir ton ami aussi. Et on peut se procurer ça pour entre 4 000 et 8 000 dollars. Bon. Ils ont coupé l'herbe sous le pied de OpenAI. Mm-hmm. Et là là. Voilà. ChatGPT adulte. Trop tard, il y a déjà une belle petite poupée qui vous attend. Aïe. Mais dans les statistiques que tu avais vues, où Fred, tu voulais... C'est juste, je trouvais ça un peu triste là, tu sais, d'utiliser ça pour ça, tout ce que tu disais là, tantôt, un robot conversationnel pour tromper l'ennui ou quand on se sent tout seul. Je veux dire, ça parle pas juste sur l'usage, mais ça parle aussi sur les conditions quotidiennes. Comment est-ce que comment ces jeunes-là ou ces personnes-là vivent la solitude puis l'ennui au quotidien, alors que tu sais, c'est un peu triste là, d'être à ce point-là désemparé face à l'ennui et à la solitude. Je veux dire, tu sais, c'est un problème de société, là, c'est ça que je veux dire. Mais c'est le prolongement de ce qui... Tu sais, c'est pas juste l'intelligence artificielle. Là, ça fait longtemps Non, qu'on a c'est remplacé ça, les c'est amis ça. par nos cellulaires, par les algorithmes, par la télé, ça Mais fait longtemps. Là, que Ouais, c'est ça. On dirait que c'est juste ça devrait nous une inquiéter. progression, finalement. c'est pas un changement radical. Là. Ça s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est de transformer les relations humaines en relations machines humaines. Puis là, on s'en va dans cette direction-là. Ben, c'est ça. Puis au final, les dangers liés à ce genre de relation-là, les dangers potentiels restent les mêmes que ce qui existait déjà avec d'autres technologies. Par exemple, ça peut donner finalement une fausse interprétation de la réalité à ces personnes qui en font trop usage. Par exemple,
qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un regarde trop de films à l'eau de rose ou etc. Ben, qu'est-ce qui arrive? Devient un peu désillusionné sur c'est quoi notre relation dans la vraie vie. Ou quelqu'un qui consomme beaucoup de pornographie, ben, qu'est-ce qui arrive? Vient qu'à penser que la réalité, finalement, c'est exactement comme dans les films qu'il regarde. Pas vraiment. Donc, c'est ça. Ça s'inscrit dans le prolongement de tout ça. C'est quoi l'étude en question? Rappelle-moi pour que je puisse la retracer après dans mes notes. C'était une enquête de Common Sense Media. Merci, Benjamin. Je m'étais... ça fait 1h15. Écoutez, ça fait un peu trop longtemps. Fait que je vais garder ma petite chronique pour un autre épisode d'IA Café. De toute façon, c'est pas une chronique urgente. Là. J'ai même un épisode qui s'en vient où on va traiter explicitement de ce sujet-là. Puis j'arrête d'en parler parce que sinon, j'en parle pas. Fait que j'arrête d'en parler. Donc, on va clore ce 126e épisode d'IA Café là-dessus. Merci à vous, passionnés d'intelligence artificielle qui nous accompagnez dans notre exploration des enjeux éthiques, techniques et sociaux de l'IA. Merci à mes collaboratrices cette semaine. Benjamin Leblanc, merci. Merci beaucoup. Frédéric Plamondon, merci Fred. Grand plaisir. Et Véronique Tremblay, merci Véro. Merci à toi aussi. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.